Bienvenue dans Mont Blanc Live, bonjour à tous pour cette émission qui pourrait bien vous faire rêver aujourd'hui, une émission pour le moins spectaculaire et poétique. Alors bien justement, les poètes du jour autour de la table avec peut-être un vers, un alexandrin. On commence par Aurélie, bonjour Aurélie. Alors je dirais, quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper. Ah, Greg. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Pas mal. Et Claire? Oh pardon, j'étais en pleine réflexion. En pleine réflexion et en pleine poésie. Alors notre invité est lui guide de haute montagne, donc accro à l'escalade, à l'alpinisme et au ski, mais il pratique aussi le kayak et puis il adore jouer avec l'équilibre, par exemple en highline, vous savez c'est marcher sur une sangle en haute altitude. S'il est montagnard, il fait aussi partie d'une sorte de troupe de cirque appelée les Flying Frenchies, il est même réalisateur de films. Alors nous accueillons Antoine Moineville. Bonjour Antoine. Bonjour à vous. Que de disciplines, que de cordes à votre arc Antoine, vous savez à peu près tout faire en montagne, j'imagine qu'il faut un sacré caractère pour finalement exceller dans toutes les disciplines. Oui, c'est sûr, un sacré caractère. Je sais pas, je pense que c'est une question de passion, c'est une question d'envie. Donc après, ça se commande pas. Quand on a envie de faire quelque chose, ça nous dépasse un petit peu quand il est question d'aller faire de la montagne. Moi, j'avoue, ça me dépasse. Ça me donne envie de me sentir vivant. Et voilà, c'est ce qui m'amène à être là-haut souvent, le plus souvent possible. Mais il y a quand même un petit côté, vous ne vous arrêtez jamais. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint votre but d'être guide de haute montagne, parce que vous venez du Limousin, c'est bien ça? C'est ça. Et vous évoluez toujours en montagne avec soit une nouvelle discipline, soit une nouvelle idée en fait. Alors oui, ou alors un nouvel état d'esprit, parce que maintenant que je suis guide, du coup, quand on est avec nos clients, on n'est plus forcément dans la recherche de la difficulté et de l'extrême à tout prix. On est aussi dans quelque chose, dans le partage pur et dur, dans essayer de transmettre la beauté des lieux et d'adapter forcément l'objectif du sommet en fonction du niveau du client. Donc là, du coup, on n'est plus en montagne pour soi, on est en montagne pour le client. Voilà. Après, forcément, faut séparer bien aussi ma pratique en amateur que j'ai encore, malgré le fait que je sois guide, où là, j'essaie plutôt d'aller chercher donc, des endroits un peu reculés, avec des amis sur des expéditions, pour peut-être essayer de revivre ce qu'ont vécu les pionniers qui ont un petit peu marqué les débuts de ma passion, quoi. Vous parlez de passion, pratique en amateur, vous avez presque à un moment sacrifié votre diplôme de guide pour partir dans une expédition. C'est vraiment cette pratique en amateur et ce côté aventure qui vous motive plus que le métier de guide. Je sais pas vraiment parce que je pense que je sais pas. En fait, effectivement, quand je suis parti au Groenland sur une expédition avec des Suisses allemands et mon ami Jérôme Sullivan, effectivement, c'était 15 jours avant le départ qu'il me propose de venir. C'était en pleine saison d'été de guide. Et bon, ça m'a pris 5 minutes pour réfléchir si j'étais OK ou pas. Et bon, j'étais OK. J'ai appelé tous mes clients et je leur ai dit, écoutez, j'annule tout. Je vous ai trouvé des guides de remplacement. Et c'était l'été où je devais passer mon final de guide. Donc j'ai quand même un peu appelé la direction de l'ENSA pour savoir ce qu'ils en pensaient. L'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme. Tout à fait. Et ils m'ont... je dirais pas qu'ils m'ont encouragé, mais en tout cas, ils m'ont rassuré sur le fait que j'allais pas avoir des mauvais points à faire ça, quoi. Alors, première expédition avant d'aller au Groenland. On va tout d'abord vous suivre direction la Patagonie. C'était en 2015. C'était en 2015, tout à fait. On a fait une première tentative en 2014 qui a échoué pour retenter du coup 9 mois plus tard, en 2015. Et là, ça a été un succès, voilà, et une expérience et un souvenir qui reste encore gravé dans ma mémoire. Alors, Grand Prix Grand Prix du Publicain à Val d'Isère, c'était en 2017. Regardez ces quelques images. ¿Qué significa hasta las huevas? Eso es una palabra ofensiva. Hasta las huevas es estar en muchos problemas. Yo quiero ir a la mierda. Hasta las huevas, que diferente se llama la expedición, estamos hasta las huevas. Bienvenido al Kudumu. On est à 5 km de la plage, au beau milieu du Fjord Falcon, voilà. Nada de otro mundo que no se pueda solucionar. Eso es estar hasta la hueva. We are in the wilderness. So man has not touched anything. Ahora comienza la guerra. Hasta luego.
Riso Patron. Alors, ce film dont vous êtes le réalisateur, Antoine Moineville, quel est du coup on a vu ces quelques images, quel est le but de cette expédition de 2015? C'était d'atteindre quel sommet, quelle face? Alors, on a essayé d'atteindre le sommet du Riso Patron, qui était une montagne fort mystérieuse, parce qu'elle se situe dans une région du monde qui est très 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 inaccessible et très hostile. Le climat peut vraiment jouer des tours. En 5 minutes, la météo peut changer. Et voilà, donc une fois qu'on se retrouve là-bas sur place, il faut traverser une jungle, évoluer sur le yellow continental, du coup qui a des crevasses. On a pu l'expérimenter lors de la première tentative. On a eu une chute en crevasse, une blessure à l'épaule, ce qui du coup nous a laissé passer quand même 6 jours sur place. Et ce qui nous a du coup obligé de rentrer parce qu'il fallait quand même soigner cette épaule. Voilà, donc ça c'est les aléas quand on part dans un endroit comme ça. La météo est compliquée et la nature et les éléments sont très 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 présents. Et ce qui fait que quand on veut grimper du coup une montagne dans ces conditions, forcément les chances de réussite sont très 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 faibles. Donc on s'est embarqué là-bas, on n'avait quasiment aucune information, il n'y avait pas de carte, il y avait quelques rares expéditions qui avaient tenté avant nous, notamment celle de Jean-Marc Boivin qui en 82 ont vécu à peu près la même chose que nous, c'est-à-dire ils sont arrivés là-bas sur place, sur terre, et ils ont eu un accident et au bout de 2 jours ils ont dû partir, quoi. Est-ce que les incidents que vous avez eus, ça a remis en question du coup l'exploration? Ou pas du tout? Vous vous êtes dit on va être bloqué à un certain moment, mais on va continuer, ou alors on arrête tout, on rentre? Nous, tout de suite, on s'est dit on arrête tout, on rentre, parce que quand vous avez votre ami qui est en train de souffrir, parce que là, en gros, il s'était déboîté l'épaule, là, la question ne se pose plus sur est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part, et la première chose à faire, c'était qu'il fallait s'occuper de l'ami, quoi. Et voilà. Par contre, ça a complètement influencé notre deuxième tentative 9 mois après, parce que finalement, au moment de l'accident, on s'est retrouvé à avoir fait quasiment la totalité de la marche d'approche, ce qui pour nous était la partie la plus compliquée du projet. On avait beaucoup de doutes pour savoir comment on allait réussir à rejoindre le pied de la montagne. Finalement, grimper la montagne, c'était le plus simple pour nous, parce que c'est ce quoi on sait faire quelque part. Alors que l'approche était vraiment complexe. Donc là, malgré l'accident, on avait quand même fait 80% de la marche d'approche, ce qui nous a vraiment mis de l'élan pour retenter l'année d'après, parce qu'on avait fait le plus difficile selon nous, quoi. Voilà. Autre destination et autre discipline finalement avec du kayak au Groenland. Alors ça c'est un film qui est tout récent, qui vient tout juste de sortir. C'est ça. 170 km en kayak avant d'atteindre des fameux Big Walls. C'était ça l'état d'esprit de cette expédition. C'est ça. Là c'est pareil, c'est un peu le même principe que Riso Patron, c'est-à-dire qu'on part explorer une zone du monde où on n'a quasiment aucune information. Le fait de ne pas avoir d'informations, ça change énormément les choses. Ça garantit un bouillon d'aventure assez certain. Et là, donc, sur ces voyages en Groenland, on s'est retrouvé propulsé, Jérôme Sullivan, qui était avec moi au Riso Patron, dans ce projet qui appartenait à des Suisses allemands, qui nous ont dit, les gars, ça vous dit de venir avec nous. On va faire du kayak en autonomie totale pendant 1 mois pour essayer d'aller grimper une montagne où on n'a pas d'infos et peut-être qu'on va rien grimper du tout, on ne sait pas. Voilà. Et du coup, on s'est embarqué là-dedans et ça a été vraiment épique parce qu'on n'avait quand même pas une grande expérience du kayak déjà. Mais ça a largement valu la peine d'arriver jusqu'à cette montagne, le Tommelfinger, parce qu'on s'est retrouvé au pied d'une muraille de 2 km de haut qui était encore vierge. Et des murs de 2 km de haut au Groenland, il n'y en a pas beaucoup. Donc en gros, on a découvert un des plus gros big walls du Groenland qui était encore vierge. Donc il nous restait encore à grimper ce monstre. Eh bien justement, on veut voir les images, ça s'appelle Métrophobia, vous êtes le grimpeur et le réalisateur de ces images. We are epic man, Jérôme Sullivan. I don't plan for epic stuff. It just happens. We risked a lot, but we also learned a lot.
Métrophobia, donc réalisation Antoine Moineville. Alors, 7 jours pour grimper ce fameux big wall, hein, dont on l'a dit, de près de 2000 mètres de haut. Le plus dur, en fait, c'était même le retour après. Le retour en kayak, malgré des conditions qui étaient franchement mal commodes dans le mur, avec une météo très compliquée, des bivouacs vraiment abominables du fait qu'on n'était pas équipé non plus pour s'installer confortablement dans la verticale. On arrivait au sommet, on était bien content, mais la première chose à laquelle on pensait finalement, c'était de redescendre, comme tout alpiniste. Mais là, en plus de ça, il fallait refaire les 170 km de kayak au retour, avec tous les aléas et les inconnus que cela comportait. Et en l'occurrence, le retour, ce fut le plus extrême de tous les moments du voyage à cause des éléments qui finalement on ne contrôle pas tout ça. Et on a eu une mer assez dure et des conditions difficiles, du vent, ce qui a fait que du coup il y en a un de nous qui est passé à l'eau. Carrément. Exactement à l'endroit où il ne fallait pas passer à l'eau, parce que la plupart du temps on était en cabotage, c'est-à-dire qu'on longeait les côtes. Donc quelque part on pouvait quasiment rapide. Tout le temps s'arrêter, quoi. Et là c'était vraiment dans une traversée pour rejoindre un cap à l'endroit où on était le plus exposé à la houle du grand large. Et ce jour-là, la houle était quand même assez haute, et avec du vent, les Wild Cape, donc c'est le sommet des vagues qui se déchire et qui fait qu'on n'arrive plus à voir. Enfin, on était vraiment secoués dans tous les sens. Et dans cette atmosphère hostile, il y en a un de nous qui est passé à l'eau. Il a fallu le secourir. Il est passé 3 fois à l'eau au final. Et finalement, on a dû, en urgence, essayer de rejoindre la côte à un endroit où il y avait des big walls qui plongeaient dans la mer partout. Donc ça a rendu vraiment la chose compliquée. Mais finalement, on s'en est sorti. C'est la bonne nouvelle quand même, on va rassurer tout le monde. Voilà, et il nous restait encore 3 jours à faire, voilà, donc le retour a vraiment été, c'est un souvenir très épique. Ouais. Métrophobia, hein, ça sort ces jours-ci, c'est un film de 32 minutes si vous voulez justement tout savoir sur cette expédition, c'était du côté du Groenland. Alors on vous a parlé d'Antoine Moineville qui est réalisateur, mais c'est aussi un grimpeur, un véritable montagnard comme on pourrait le dire. Et en introduction de cette émission, je vous ai parlé de poésie, de cirque, et bien c'est maintenant au tour de Greg de nous parler de poésie et de cirque. Oui, Sébastien, vous l'avez dit, vous êtes un des cofondateurs des Flying Frenchies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le concept de ce groupe? Le concept de ce groupe, c'est difficile à synthétiser. Ça fait bientôt 10 ans que ça existe. Voilà, 10 ans à faire des choses éphémères, on va dire. On ne s'est jamais posé la question vers quoi ça allait nous amener. Et finalement, ça nous a amené à... on a commencé notre histoire autour des slacklines et du funambulisme. On a propulsé en haute montagne. Et puis derrière, assez rapidement, il y a eu l'outil base jump. Après, il y a eu, par esprit d'ouverture, une vraie envie de ne pas rester cantonné au sport extrême et à mélanger les sports extrêmes entre eux. Et il y a eu une vraie envie de s'ouvrir au monde des arts. Voilà. Donc au gré des rencontres, on a commencé à avoir des Anissé Leone, des Freddy Montini, des artistes qui commençaient à venir un petit peu voir un petit peu notre délire. Et voilà, ce qui a apporté du coup, ça a donné un échange qui a du coup donné maintenant cette patte artistique qu'on connaît bien au travers des films de Petit Bus Rouge. Justement, le premier film qui vous a fait connaître et qui était vraiment un véritable ovni dans le film de l'outdoor, c'était Petit Bus Rouge. Alors, attention mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, le spectacle va commencer. Compliqué, large, ouvert, multiple. Alors cette image du saut du viaduc de Millau est quand même assez dingue. Vous n'aviez pas les autorisations, je suppose, pour sauter de là-bas? Non, il faut reconnaître qu'il y a un esprit quand même très libertaire
dans ce qu'on est capable de pondre, voilà. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à saluer quand même le réalisateur de ce film, Seb Montaz. Seb Montaz qui s'est un peu fait découvrir à travers ce film déjà. Ouais, peut-être celui-là ou celui d'avant, j'en sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que la rencontre avec Seb, ça a été génial parce qu'il nous a jamais... il nous a toujours dit, les gars, vous faites ce que vous voulez. Il a jamais essayé de nous brider. Et quand on a commencé à vouloir aller dans les délires artistiques, eh ben lui, il a pris le. Voilà, on sent qu'il s'est éclaté à faire ce film, qui, comme tu le disais, effectivement, était un ovni. Et voilà, du coup, c'est un plaisir de voir que maintenant, de nombreuses personnes ont vu ce film et de voir que ça a pu toucher, voire inspirer des gens. C'est assez chouette parce que c'était en 2012 quand même qu'on a fait tout ça. Et voilà, et de voir qu'en fait, les gens ont reçu ce film, ils ont peut-être compris la complexité et la folie que dégage notre groupe. Voilà. Tout à fait. Alors, autre rencontre en 2013, cette fois-ci dans les Gorges du Verdon, toujours les Flying Frenchies, des danseurs aériens de la compagnie 9.81, les musiciens du groupe Radio Monkey et l'équipe de Baraka Flims. Alors, les musiciens suspendus en l'air, ils ont l'habitude du vide, de ces conditions ou pas? À cette époque-là, il n'y en avait aucun qui avait vraiment encore vécu une expérience comme celle-là. Bon, bah, maintenant, du coup, peut-être qu'il y en a un ou deux dans le lot qui font un peu de bass jump ou un peu des choses comme ça, oui. Ça doit être compliqué pour eux, en tout cas, de jouer en altitude. Dernier extrait, Surf the Line. C'était une idée en 2015 d'Anissé, dont vous avez parlé tout à l'heure, et de Tancred Meillet, le regretté Tancred Meillet. Surfer dans les airs, je vous laisse découvrir. Décompte, radis, salade, poireau. Alors Antoine, pour ceux qui veulent découvrir les Flying Frenchies, ce n'est pas qu'à travers les films, on peut aussi vous voir à travers du spectacle vivant. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc tous les films en gros que vous pouvez voir où on expérimente un peu des nouvelles choses, comme notamment là Surf the Line. Après, ça nous sert en fait, d'outil pour créer des spectacles in situ. C'est-à-dire qu'on adapte des spectacles en fonction de l'espace qu'on nous propose. Donc ça peut être en ville comme en montagne. On a fait ça à l'Aiguille du Midi ou au centre-ville de Chamonix.
voilà par exemple. Et voilà, donc là notamment on essaie de mettre en scène tous ces personnages farfelus, tous ces artistes et tous ces objets incongrus qu'on utilise dans nos films. On essaie ensuite de les réadapter au spectacle de rue, au spectacle vivant, pour vraiment aller au bout du concept et essayer voilà, d'exprimer cet état d'esprit libertaire, non sans risque, parce qu'il faut bien savoir qu'on a quand même eu des coups durs, on a quand même perdu des amis, on a perdu ces dernières années. Et voilà, je trouve que dans l'art vivant, il y a quelque chose qui contraste justement avec cette dimension un peu pas forcément très légère due aux disparitions. Quand on fait ces spectacles-là, il y a quelque chose de l'ordre de la vie, du vivant, et qu'on arrive à partager et à transmettre aussi au travers de spectacles de rue. Du coup, Antoine, combien de spectacles réalisés en ville dans des lieux insolites ? On en a dû en faire, je dirais, une petite dizaine, voilà. Et à chaque fois, ça n'a jamais été la même équipe, jamais le même spectacle, et ça n'a jamais été le même endroit. C'est toujours une création. C'est toujours une création éphémère et où l'écriture du spectacle se fait en collectif. Voilà. Cirque, poésie, voilà qui est dit, tout est dit. Merci Antoine Moineville. Alors, on va changer de domaine, on va donner la parole maintenant à Aurélie, puisque vous le savez, dans l'émission Mont Blanc Live, nous vous faisons découvrir les dernières nouveautés. Et justement, Aurélie vient de découvrir une toute nouvelle marque. Oui Sébastien, je vais vous parler d'une nouvelle marque qui a fait son apparition dans le paysage des vêtements techniques de haute montagne, la marque Lagoped. D'ailleurs, je vais demander à Greg, notre mannequin du jour, de faire le mannequin et d'enfiler. Alors, Greg, mannequin, entrée et sortie du coup. Entrée et sortie. On le fait vraiment. Voilà. On le fait vraiment. Alors, Lagoped, c'est un clin d'œil bien sûr au Lagopède alpin que vous connaissez tous, n'est-ce pas Sébastien ? Évidemment, oiseau de haute altitude qui vit donc au-dessus de 2000 mètres. Alors, cette marque incubée à Outdoor Sport Valley à Annecy, je laisse Greg défiler, Wow. Il a vraiment du talent. Talent. Cette marque a été créée en 2017 par 3 amoureux de la montagne, Christophe Cordonnier, Pierre Derieux et Julien Desécures. Alors, c'est quoi l'idée de cette nouvelle marque ? Alors l'idée c'est de créer des vêtements d'aventure et de montagne, ça va vous parler Antoine, des vêtements polyvalents pour toutes les pratiques, ski, alpinisme, randonnée, parapente, highline, et donc il y a des points forts. Alors les points forts de cette marque, je regarde en fait, je suis perturbé parce que Greg est excellent dans le mannequinat, il pourrait engager une deuxième carrière. Alors les points forts de cette nouvelle marque, Lagoped. Alors les points forts, c'est d'abord une démarche éco-responsable avec des vêtements fabriqués en Europe et des matières recyclées, puisque les tissus sont fabriqués à partir de fils italiens issus du recyclage de bouteilles plastiques, Sébastien. Wow. Et petite chose importante, les vêtements sont personnalisables au niveau des coloris. Vous pouvez choisir votre couleur. Le jaune, par exemple. Alors, quand on parle de vêtements techniques, on parle évidemment de membrane également. Voilà, évidemment, c'est un vêtement conçu avec une membrane qui assure donc respirabilité, effet coupe-vent et bien évidemment imperméabilité. Elle est super fine. C'est sympa, ouais. Voilà, Elle est bien. elle est fine et souple. Ouais. Voilà. Fine et souple. Bon, combien ça coûte tout ça ? Alors, 450 € la veste en prix public, 400 € le prix du pantalon. Et donc, si vous êtes très intéressé, vu que la marque est en cours de lancement, il faut aller jeter un œil sur le site internet www.lagoped.com. Bon, alors la veste est de la taille de Greg. Pour le pantalon, il y a un peu de marge, c'est ça ? Je peux inviter quelqu'un dedans. On peut mettre 2 Greg dedans. Bon, merci en tout cas voilà, pour cette marque Lagoped. Après cette marque, justement, on va changer de secteur. Alors, on l'a dit, Antoine Moineville, vous êtes guide indépendant, vous appartenez à une compagnie des guides ? Je suis guide indépendant comme tous les guides et je travaille un petit peu aussi avec la compagnie des guides de Chamonix, voilà. Comment on fait pour contacter un guide indépendant ? Comment on fait pour rentrer en contact avec vous ? C'est pas si simple pour le grand public. Il faut aller sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, il faut faire tout ça. Ou alors contacter les compagnies, ça dépend un petit peu de ce qu'on a envie de faire. Bon, on a une autre solution. Claire s'est penchée sur cette question. Comment trouver un guide et comment rentrer en contact avec un guide indépendant sans les réseaux sociaux ou avec les réseaux sociaux ? C'est Claire qui nous explique. Effectivement, Antoine, j'ai peut-être l'une des solutions pour être plus visible en tant que guide indépendant. C'est la start-up Rope-Up qui a été lancée en 2017 par un ancien chasseur alpin qui s'appelle Antoine Soeur. Je vérifie bien pour le nom de famille Soeur. Et donc, c'est une plateforme qui permet aux guides indépendants de les aider, de les accompagner dans la gestion administrative, dans la création de devis, d'activités également, et puis aussi toute la gestion des réseaux sociaux, d'un blog. Bref, c'est un service à la carte et puis explication avec son fondateur. Rope-Up est une entreprise qui a été créée en été 2017 au service des indépendants du sport de montagne. On développe un logiciel de gestion
pour les guides de haute montagne et les accompagnateurs moyenne montagne. Alors on est une équipe aujourd'hui de 8 personnes. Donc voilà nos bureaux. On est organisé en 2 pôles. Il y a une partie très technique ici. Et puis au fond du bureau, on est plutôt sur la partie images, relations avec nos adhérents. L'adhérent souscrit un abonnement, il achète une licence d'utilisation et cette licence lui permet de se connecter au Basecamp, qui est l'interface qu'on a ici, qui est une interface de gestion. On a plusieurs fonctionnalités avec des services assez simples comme la création d'un devis. On va voir la même chose pour des activités, la possibilité de créer des activités ici, et puis de les générer, de les partager sur les réseaux sociaux directement, de générer des PDF qui seront soit donnés à l'Office du tourisme, soit transmis par mail aux clients. Aujourd'hui, on a 15 adhérents et c'est avec eux qu'on construit toutes les semaines avec un système d'échange, soit par WhatsApp, sur du Doodle, etc., mais aussi chaque semaine par une rencontre terrain avec un ou deux d'entre eux qui nous font des retours très concrets sur l'utilisation de l'outil. On a plein d'envies et plein de projets quand on se lance dans la création d'entreprise. Aujourd'hui, on cherche 50 adhérents pour vraiment consolider notre preuve de concept et puis répondre vraiment sur mesure aux besoins de nos futurs adhérents. Voilà donc une recherche de 50 adhérents et aujourd'hui donc s'ils sont spécialisés dans l'univers de la montagne, eh bien Antoine confirme qu'ils aimeraient aussi toucher l'univers du sport avec le surf, le kitesurf et tout ce que ça peut englober. Et ça s'appelle donc Rope Up. Rope Up. Voilà. C'est noté, Rope Up. Merci Claire. Alors Antoine Moineville, on va arriver à la fin de l'émission. Bon, si vous n'êtes pas avec un client et que vous n'exercez pas votre métier de guide, vous ferez quoi cet été? Vous serez en expédition? Vous avez des projets? Vivre, c'est déjà un grand projet. Bien beau projet, être en montagne. Vivre en montagne, hein, c'est ça. Et oui, c'est ça. Et bon, beaucoup de projets sous le coude, mais bon, je peux pas tout dévoiler là maintenant comme ça. Et, une destination, même pas, non? Non, ben cet été, de toute façon, c'est la saison. Et voilà, peut-être aller voir un peu aussi 2-3 Highline, s'il y a encore des choses à ouvrir. Il y en a partout. Et voilà, on va voir. À voir. On vous suivra donc en tout cas cet été, puis à voir vos prochaines images en qualité de réalisateur. Merci Antoine Moineville. C'est la fin de Mont Blanc Live, l'émission. Alors évidemment, vous pouvez nous voir et revoir en replay sur notre site www.montblanclive.com. Un petit coucou sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, c'est le bienvenu. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Merci Greg, très beau mannequin. Merci, voilà. C'était improvisé. Merci à toute l'équipe qui est donc au top. Très bonne fin de journée sur MB Live. Ciao, ciao.